La chaleur de Ouagadougou s'abattait sur le tarmac comme une chape de plomb. Ce n'était pas seulement la chaleur du climat sahélien, mais celle d'un pays en effervescence, en pleine mutation, où chaque souffle d'air semblait chargé d'électricité et de tensions politiques. Le soleil venait de disparaître derrière l'horizon, mais la terre, encore brûlante, continuait de diffuser une chaleur lourde, presque suffocante. Les lampadaires projetant une lumière jaunâtre étiraient les ombres des rares silhouettes présentes à cette heure tardive. Dans le silence pesant de la nuit, seules résonnaient les turbines lointaines d'un avion militaire en manœuvre. C'est dans ce décor que Vera Rostova fit son apparition. Son nom, comme tout le reste chez elle, n'était qu'un masque. Un camouflage méticuleusement conçu. La semaine précédente, elle s'appelait Natalia. Le mois d'avant, Elena. Et avant encore, personne. Depuis plus de 10 ans, elle n'était plus une femme mais une création façonnée dans les laboratoires obscurs des services secrets et des réseaux criminels qui l'avaient élevée pour devenir ce qu'elle était aujourd'hui, une arme humaine. Belle. Intelligente. Froidement efficace. Ce soir-là, elle descendit les marches d'un avion civil en provenance d'Europe de l'Est avec une grâce calculée. Ses talons claquaient doucement sur le métal de l'escalier, mais ses gestes n'étaient jamais trop appuyés. Elle savait exactement quelle image elle voulait renvoyer, celle d'une diplomate séduisante mais discrète, polie mais fascinante. Dans son sac à main, les apparences étaient tout aussi trompeuses. À première vue, il contenait des dossiers diplomatiques et un rouge à lèvres. En réalité, on y trouvait un injecteur miniature et des fioles de poison indétectables capables de tuer en quelques secondes sans laisser de traces. Le plan était simple. Simple et brutal. Approcher le président Ibrahim Traoré, gagner sa confiance, et attendre le moment parfait pour frapper. Le tout sans bruit, sans éclat, en disparaissant ensuite comme une ombre dans la nuit. Autour d'elle, l'aéroport semblait somnoler. Quelques soldats armés montaient la garde, silhouettes figées dans la chaleur moite. Les vents de poussière soulevaient parfois un voile rougeâtre qui s'accrochait aux cheveux et aux vêtements. Vera inspira profondément cet air sec et brûlant. Elle aimait ce moment. Celui où tout était encore sous contrôle. Celui où la chasse venait tout juste de commencer. Pour les autorités burkinabais, elle n'était rien d'autre qu'une attachée culturelle envoyée pour renforcer les liens diplomatiques et artistiques entre son pays et le Burkina Faso. Son sourire avait été étudié, ses phrases préparées, son accent calibré pour charmer. Le rôle parfait. Mais derrière ce vernis se cachait une autre vérité, Vera n'était pas une diplomate. Elle était une prédatrice. Et comme souvent dans la vie des prédateurs, il y avait une autre figure tapie dans l'ombre, le chasseur qui observe le chasseur. À quelques mètres d'elle, un homme surveillait discrètement la scène. Grand, bâti comme un roc, le visage marqué par des années de terrain, les yeux durs mais attentifs. Le commandant Yabré. Ancien des forces spéciales, vétéran des opérations clandestines les plus risquées du Sahel. Sa réputation le précédait, on disait qu'il pouvait repérer un mensonge dans un simple battement de cils. Ce soir-là, il n'avait encore aucun dossier sur Vera Rostova. Mais son instinct lui hurlait qu'il y avait quelque chose d'étrange dans cette femme. Quelque chose de trop parfait. Et dans son métier, la perfection était rarement innocente. La rencontre entre ces deux âmes était inévitable. Le chasseur et la proie ou peut-être l'inverse. Derrière ce balai silencieux, le contexte du Burkina Faso ajoutait une tension invisible. Le pays vivait une période de turbulence sans précédent. Depuis l'arrivée au pouvoir d'Ibrahim Traoré, les équilibres régionaux avaient été bouleversés. Refusant les dictats des grandes puissances étrangères, il incarnait une nouvelle forme de résistance africaine. Une posture qui fascinait son peuple et irritait ses ennemis. Dans l'ombre, ces derniers avaient décidé d'agir. Et Vera était leur atout le plus redoutable. Alors qu'elle traversait le hall de l'aéroport, saluant poliment les officiels venus l'accueillir, une certitude glaciale se dessinait déjà, dans quelques jours, peut-être quelques heures, le destin d'un pays tout entier basculerait. Et tout dépendrait d'elle. La première semaine fut une partition parfaitement exécutée. Vera Rostova s'intégra dans les cercles diplomatiques de Ouagadougou avec une aisance presque déroutante. Aux yeux de tous, elle n'était qu'une femme cultivée, souriante, discrètement élégante. Elle assistait à des réceptions officielles, participait à des dîners caritatifs, visitait des galeries d'art et prononçait des discours sur l'importance des échanges culturels. Chaque apparition était calculée. Chaque mot pesé. La journée, elle était l'image de la diplomate modèle. Le soir, derrière les murs de sa résidence sécurisée,
elle redevenait l'ombre qu'elle avait toujours été. Les rideaux tirés, les téléphones cryptés sortaient des doublures de sa valise. Un seul bip discret suffisait à annoncer de nouveaux ordres venus de très loin. Coordonnées. Déplacement du président Traoré. Changement d'agenda. Fissure dans la sécurité. Tout était méticuleusement compilé et transmis à son réseau. Car Vera n'était pas seule. Une équipe, invisible mais redoutable, attendait ses instructions. Mercenaires infiltrés, informateurs locaux, politiciens corrompus, tous ces pions s'activaient dans l'ombre, mus par l'argent et la promesse de faire tomber un homme devenu trop dangereux pour leur maître. Dans ce jeu, chaque minute comptait. La mission devait être rapide, propre, silencieuse. Pas de traces. Pas de survivants. Pourtant, un problème demeurait, le commandant Yabré. Dès le premier jour, il avait senti que quelque chose clochait. Aucun rapport officiel ne mentionnait la moindre menace. Aucun dossier ne pointait vers Vera. Mais son instinct, affûté par des années dans les zones grises de la guerre, lui murmurait qu'elle cachait quelque chose. Il ne la quittait pas des yeux. Pas ouvertement, mais toujours à la périphérie. Comme une ombre derrière l'ombre. Les événements s'accéléraient. Vera, sous son faux nom, multipliait les interactions avec le cercle rapproché du président. Elle connaissait désormais ses horaires, ses habitudes, les membres de son escorte. Elle savait quelle main il serrait en premier en arrivant dans une salle, quel sourire il adressait aux enfants, à quel moment précis il s'isolait après une réunion. Ces détails, insignifiants pour d'autres, étaient pour elle des clés mortelles. Mais derrière son masque de froideur, quelque chose commençait à se fissurer. La première fois qu'elle vit Traoré, ce ne fut pas lors d'une grande réception, mais dans un cadre presque intime, une salle sobre, murs blancs, lumière tamisée. Pas de décor fastueux, pas de protocole pesant. Il entra simplement, vêtu d'un uniforme sans fioriture. Il n'avait rien du dirigeant distant ou arrogant auquel elle s'attendait. Son regard, sombre et intense, semblait sonder les âmes. Et surtout, il portait cette aura étrange, celle d'un homme qui ne voulait pas le pouvoir, mais qui l'assumait comme un devoir. Lorsqu'il lui serra la main, Vera sentit une secousse inattendue. Elle avait serré des mains de rois, de généraux, d'hommes puissants. Jamais elle n'avait ressenti ça. Un mélange déroutant de force et de calme. Ce n'était pas de la peur. Ce n'était pas de l'attirance non plus. C'était autre chose. Quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. « Madame Rostova, dit-il avec un sourire sincère, bienvenue au Burkina Faso. J'espère que vous trouverez ici plus qu'un protocole diplomatique. » Elle répondit avec l'intonation parfaite, celle d'une femme charmée mais professionnelle, « Ce pays est fascinant, monsieur le président. Il y a une énergie ici que je n'ai jamais connue ailleurs. » Et cette fois, ce n'était pas entièrement un mensonge. Les jours suivants, ce trouble s'amplifia. Vera l'observait de loin, puis de plus en plus près. Elle vit comment il parlait à son peuple, comment il écoutait les humbles, comment il refusait des privilèges que d'autres dirigeants auraient saisis sans hésiter. Chaque sourire authentique fissurait un peu plus la carapace qu'elle avait construite depuis des années. Et plus la mission approchait de son terme, plus cette mission devenait floue dans son esprit. Mais si Vera se découvrait des failles, l'ennemi dans l'ombre, lui, ne ralentissait pas. Parmi ses contacts locaux, un homme occupait une place centrale, un membre corrompu de la sécurité présidentielle. Son rôle était crucial, fournir les accès, brouiller les pistes, détourner les regards au moment clé. Mais à mesure que le plan avançait, cet homme changea. L'argent ne suffisait plus. Il voulait plus. Plus de garanties, plus de pouvoir, plus d'argent. Son avidité le rendit imprévisible. Et dans ce monde, l'imprévisible est synonyme de mort. Un soir, alors que la ville sombrait dans le silence, une erreur fatale se produisit. Un message, trop vite codé, mal chiffré, traversa les canaux clandestins. Et ce message, intercepté par hasard, tomba entre les mains d'un homme qui n'attendait que ça, le commandant Yabré. Pour la première fois, la chasse devenait officielle. Vera ignorait encore qu'elle n'était plus seulement la prédatrice. Elle était désormais traquée. La nuit tombait lentement sur Ouagadougou. Les rues s'illuminaient de néons tremblants, les vendeurs pliaient leurs étals, et la ville entrait dans ce silence particulier que seuls les pays en tension connaissent, un silence chargé, presque électrique. Dans ce calme apparent, Vera Rostova poursuivait son jeu d'ombre et de lumière. Depuis plusieurs jours, elle évoluait dans les cercles diplomatiques avec une précision chirurgicale.
Chaque sourire, chaque poignée de main, chaque échange banal avec un ministre ou un attaché faisait partie d'un plan plus vaste. Elle s'était imposée une discipline de fer, ne jamais se laisser distraire, ne jamais laisser filtrer une émotion. Mais cette règle commençait à vaciller. Car plus elle observait Ibrahim Traoré, plus elle percevait une faille inattendue en elle-même. Le président n'avait rien du tyran auquel elle s'attendait. Pas de faste, pas de garde rapprochée ostentatoire. Il parlait avec les paysans, mangeait avec les soldats, prenait des décisions en pensant d'abord à son peuple. Cette simplicité la déstabilisait. Elle, qui avait été formée à voir des monstres derrière chaque pouvoir, se retrouvait face à un homme qui ne cherchait ni la richesse ni la gloire. Et cette différence la perturbait bien plus que n'importe quelle mesure de sécurité. La faille commença le jour où leurs regards se croisèrent plus longtemps que prévu. C'était lors d'une réunion restreinte dans une salle aux murs blancs, presque austère. Traoré écoutait attentivement un diplomate parler d'accords régionaux quand ses yeux se posèrent sur Vera. Pas un regard de méfiance. Pas un regard d'homme. Un regard humain. Profond. Comme s'il voyait au-delà des masques BG. Elle détourna les yeux immédiatement. Mais quelque chose s'était fissuré. Cette fissure s'élargit quand elle entendit pour la première fois les gens parler de lui dans la rue. Les enfants scandaient son nom, les femmes évoquaient ses actions, les anciens murmuraient qu'il représentait peut-être leur dernière chance de dignité. Vera n'avait jamais entendu de tels mots pour un chef d'État. Elle connaissait la propagande, les discours fabriqués, les illusions médiatiques. Mais ici c'était authentique. La mission, pourtant, ne pouvait attendre. Son réseau, composé de mercenaires et d'un informateur clé infiltré dans la sécurité présidentielle, s'impatientait. Les messages cryptés se faisaient plus pressants, presque menaçants. Les commanditaires voulaient un résultat. Vite. Cet informateur, surnommé Idriss, devint le maillon faible. Corrompu jusqu'à l'os, il voyait en cette mission une opportunité de s'enrichir rapidement. Mais son avidité le rendait instable. Plus la date approchait, plus il multipliait les erreurs. Un soir, il envoya un message codé à Vera depuis un appareil compromis. Et ce message tomba entre de mauvaises mains, celles du commandant Yabré. Yabré ne dormait jamais vraiment. Il vivait dans l'anticipation, flairant la menace avant qu'elle ne frappe. En lisant le message intercepté, il comprit immédiatement qu'un complot se tramait. Les indices étaient minces, presque invisibles, mais suffisants pour éveiller son instinct de chasseur. Il ne savait pas encore qui était la cible exacte, ni qui en était l'assaillant, mais il sentait que la réponse gravitait autour d'une seule personne, Vera Rostova. À partir de cet instant, tout changea. Yabré mit en place une surveillance discrète. Pas d'accusation directe. Pas de confrontations ouvertes. Il connaissait ses profils, trop intelligents, trop entraînés. Un mouvement brusque et il disparaissait. Il choisit donc une autre approche, l'observer, la laisser croire qu'elle contrôlait la partie tout en resserrant lentement l'étau. Pendant ce temps, Vera vivait un conflit intérieur qu'elle n'avait jamais connu. Le poison qu'elle portait toujours sur elle, prêt à être utilisé, lui paraissait désormais plus lourd que jamais. Ses nuits, autrefois calmes, se peuplaient de rêves étranges. Le visage d'Ibrahim Traoré revenait sans cesse, perturbant son sommeil et fissurant son endoctrinement. Elle ne comprenait pas pourquoi elle hésitait. Était-ce la fatigue? La lassitude d'une vie passée à tuer pour des causes qui n'étaient jamais les siennes? Ou bien un début d'admiration pour cet homme qui semblait incarner l'inverse de tout ce qu'elle avait combattu? Quoi qu'il en soit, cette faille allait tout changer. Dans l'ombre, les commanditaires étrangers perdaient patience. Le message était clair, exécuter l'opération lors du prochain événement public. Pas d'excuses. Le compte à rebours avait commencé. La ville de Ouagadougou vibrait au rythme d'une tension silencieuse. Officiellement, tout paraissait calme, marchés animés, réunions diplomatiques, sourires en façade. Mais dans les couloirs sombres du pouvoir, une autre réalité prenait forme. Les services de sécurité, sous la direction du commandant Yabré, avaient intercepté des fragments de communication. Des codes. Des phrases apparemment anodines, mais qui, assemblées, révélaient une vérité glaçante: quelqu'un préparait un attentat contre le président Ibrahim Traoré. Yabré ne prononça pas un mot publiquement. Pas de panique inutile. Il connaissait trop bien la psychologie des prédateurs, les poussait à croire qu'il contrôlait encore la situation. Il intensifia discrètement la surveillance autour des lieux fréquentés par Traoré et surtout, autour d'une femme, Vera Rostova.
Pendant ce temps, Vera continuait de jouer son rôle à la perfection. Réception mondaine, sourire feutré, conversation légère. Personne ne pouvait imaginer qu'à chaque fois qu'elle serrait une main, elle évaluait la distance, les issues de secours, la possibilité d'agir. Son sac contenait toujours l'injecteur miniature et le poison incolore capable de tuer en moins d'une minute. Chaque soir, elle relisait ses ordres. Et chaque soir, une voix intérieure plus forte murmurait « Et si tu ne le faisais pas ?» Mais ses commanditaires n'acceptaient pas l'hésitation. Un message crypté apparut sur son téléphone jetable « Prochain gala. 0 échec. Sinon, toi aussi tu tombes. » La menace était claire. Elle savait trop bien comment fonctionnaient ces réseaux. Personne ne quitte jamais vivant une mission avortée. Et au cœur de cette tension, un élément imprévu bouleversa l'équilibre, l'informateur Idriss Kraka. Sous la pression, il tenta de soutirer plus d'argent à ses employeurs et finit par trahir involontairement tout le réseau. Ses communications furent interceptées par Yabré. En moins de 24 heures, le puzzle s'assembla. Les indices pointaient tous vers une seule conclusion, Vera Rostova était l'arme. Yabré ne dit rien à Traoré dans l'immédiat. Il savait que le président détestait les gardes trop visibles. La meilleure protection, c'était la surprise. Alors, il élabora un plan simple, laisser Vera croire que tout se déroulait comme prévu, mais la prendre au moment où elle s'y attendrait le moins. Le grand soir arriva. Un gala caritatif organisé dans l'un des plus luxueux hôtels de Ouagadougou. Les lustres scintillaient au-dessus d'une foule d'invités triés sur le volet, diplomates, ministres, figures influentes de la région. Les verres de champagne s'entrechoquaient, les conversations feutrées flottaient dans l'air parfumé. En surface, tout respirait l'élégance. Mais sous cette couche brillante, chaque geste, chaque regard, dissimulait une tension invisible. Vera Rostova était sublime. Robe noire fluide, maquillage discret mais hypnotisant. Tout dans son apparence était étudié pour séduire et désarmer. Mais derrière son sourire poli, son cœur battait à une vitesse qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Pas de peur. Pas vraiment. Plutôt ce vertige étrange entre devoir et doute. Elle avait répété ce moment des dizaines de fois. S'approcher du président, glisser la fiole dans son verre ou, au besoin, une injection discrète lors d'une poignée de main prolongée. 30 secondes. C'était tout ce qu'il faudrait pour que l'histoire bascule. De son côté, Ibrahim Traoré ignorait tout du danger précis qui planait sur lui. Mais il avait appris à sentir quand une pièce était chargée d'électricité. Et ce soir-là, il la sentait. Une tension diffuse, comme un courant d'air glacé dans une salle chaude. Quant à Yabré, il observait. Caché parmi les silhouettes élégantes, il suivait chaque mouvement de Vera avec une précision chirurgicale. Il connaissait déjà son plan. Il avait anticipé ses gestes. Et il attendait le moment exact où elle passerait à l'action. La soirée avança. Discours, applaudissements, échange de toasts. Puis, vers minuit, le président quitta discrètement la salle principale pour s'isoler sur un balcon et respirer l'air tiède de la nuit. Vera le suivit, comme prévu. Le décor était parfait, un ciel étoilé, le murmure lointain de la ville endormie, et personne à proximité. Dans sa pochette, le poison attendait. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il trahisse sa présence. Elle s'approcha. Lentement. Traoré se retourna et lui adressa un sourire tranquille. « Vous semblez aimer la solitude, Madame Rostova, dit-il d'une voix calme. »« Parfois, c'est la seule façon d'entendre son propre cœur, » répondit-elle. Ses doigts glissèrent dans la pochette. La fiole froide toucha sa paume. Encore 3 pas. Encore une seconde. Et soudain la voix, grave et implacable, surgit de l'ombre derrière elle. Vera se figea. Lentement, elle tourna la tête. Le commandant Yabré était là, arme en main, regard fixé sur elle comme une lame prête à frapper. « Vous croyez qu'on n'avait rien vu venir ?» murmura-t-il. « Vous êtes doué. Mais pas assez pour tromper quelqu'un qui a déjà vu trop de morts. » Traoré, surpris mais calme, observait la scène sans un mot. Un silence lourd s'abattit sur le balcon. Seul le vent chaud semblait respirer entre eux. Vera, la main toujours figée près de sa pochette, savait que le moindre geste brusque scellerait son destin. « Expliquez-moi, » dit enfin Traoré d'une voix basse. « Qui vous envoie ? Et pourquoi moi ?» Vera sentit la digue céder en elle. Des années d'endoctrinement, de missions sanglantes,
de loyauté aveugle envers des maîtres invisibles, tout s'effondrait sous ce regard qui ne portait ni haine, ni peur, mais une étrange forme de compassion. Ses doigts tremblèrent. Elle lâcha la fiole. Parce que vous leur faites peur, souffla-t-elle. Parce que vous représentez ce qu'ils ne pourront jamais acheter ni contrôler. Parce que vous avez rendu l'espoir à votre peuple. Un silence. Puis, lentement, un sourire imperceptible se dessina sur le visage de Traoré. Alors peut-être qu'il est temps que vous choisissiez votre camp. Ce soir-là, tout changea. Vera parla. Elle révéla les noms, les codes, les positions. Le réseau fut démantelé avant l'aube. Les complices arrêtés. Les commanditaires, bien que restés dans l'ombre, perdirent leur atout le plus redoutable. Quant à Vera, elle disparut des radars. Pas arrêtée. Pas exécutée. Simplement effacée. Certains disent qu'elle fut exfiltrée secrètement, qu'elle a commencé une nouvelle vie loin des ombres. D'autres jurent qu'elle œuvre désormais dans l'ombre mais pour protéger celui qu'elle devait tuer. L'histoire de Vera Rostova devint une légende. Celle de l'assassin qui choisit la vie. Celle d'une femme forgée pour tuer mais qui trouva, au cœur d'un pays qu'elle ne connaissait pas, une raison de redevenir humaine. Et si cette histoire t'a captivé, ému ou inspiré, abonne-toi à cette chaîne. Parce que derrière chaque récit, il y a plus qu'une intrigue, il y a des leçons de courage, de rédemption et de choix.